Bonjour, bienvenue au nouveau e-café juridique en partenariat avec Factory Avocat. Merci à vous de vous être connectés. Je vois plein de prénoms, Mathilde, David, Alain, Alexandra, Corinne, Sandra, Sandrine, Valérie, Christelle, Xavier, Nathalie, Françoise, Marion. Merci beaucoup d'être là et d'être présents. On va prendre une heure avec nos deux intervenantes, Pauline Larocque-Daran, avocate associée au cabinet Factory Avocat, et collaboratrice avocate également, Solène Hervouette, qui toutes les deux vont intervenir sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée, qu'on connaît sous le terme d'APLD. Donc une heure, donc jusqu'à 10 heures. 10 heures, c'est de présentation, de partage de pratiques, d'exemples centré sur le juridique, mais aussi centré sur la mise en pratique. Et ça, j'apporterai mon regard sur ce point-là. Nous avons démarré mi-mars les premiers webinars avec un premier webinaire sur l'actualité sociale. L'actualité sociale a énormément bougé sur les derniers mois. Nous avons ensuite évoqué les alternatives au licenciement économique en mi-avril. Puis nous avons fait une petite bifurcation vers les académies d'entreprise. Et puis aujourd'hui, donc l'APLD, puis également avec nos amis de Montpellier, un point sur les RPS pour réussir la sortie de crise. Ce sont des rendez-vous qu'on espère, sur lesquels vous trouvez des éléments et qui peuvent vous aider dans vos pratiques. Petit point de précision sur RH Partner, donc 35 années d'expérience, 135 collaborateurs présents sur 33 implantations, et puis on réalise plus de 3000 missions par an, tout inclus, mission individuelle, mission collective. Et on est très heureux de partager avec Factory Avocat, qui partage, alors j'ai découvert le slogan Factory Avocat que j'aime beaucoup, c'est l'esprit entrepreneurial au service du capital humain, et sur ce point-là, on se retrouve totalement. Je vais donc laisser la parole à Pauline. D'un point de vue très pratique, toutes les questions techniques, les problématiques, se connecter, c'est via le chat. Donc sur la partie droite de votre écran. Vous avez des questions à poser et vous êtes là pour poser des questions, pas simplement avoir un déroulé de Pauline et Solène. C'est dans l'onglet questions. Et là, vous posez des questions et puis donc je me ferai le porte-parole de vos différentes questions. Et puis on va vous diffuser plusieurs sondages en cours de présentation afin d'avoir aussi votre ressenti, avoir des éléments, et ça va nous servir également pour préparer nos prochains webinaires. Voilà, donc on vous en parlera également à la fin du webinaire. Restez jusqu'au bout. Si vous ne pouvez pas rester, quoi qu'il arrive, de toute façon, vous pourrez accéder au replay. Et puis surtout, vous pourrez accéder à des questions à poser à Pauline, à moi-même et à l'ensemble des équipes RH Partners sur l'endroit où vous vous situez. Voilà, donc j'ai fini mon introduction. Pauline, je te passe la parole, ainsi qu'à Solène. Donc, APLD, comment est-ce qu'on met ça en place? Comment ça va se passer? Quelles sont les 4 étapes clés pour mettre en place APLD? Merci Serge. Alors aujourd'hui, on va effectivement essayer de déblayer un peu ensemble le sujet de la PLD. L'idée, ça va être déjà de comprendre dans quel cas on a recours à la PLD, sur quel support, avec quel support on va pouvoir le mettre en œuvre, quel est le contenu, comment s'imbriquent les rôles du CSE de l'administration, et enfin on verra quelles sont les conséquences de la mise en place de la PLD, notamment en termes de paye. Voilà, donc on va commencer avec une première étape, et plus particulièrement une première question qu'il faut se... Oups, pardon, je pense qu'on a perdu le support. Voilà. Donc une première question qu'il faut s'interroger, c'est-à-dire dans quel cas, en fait, je peux avoir recours à la PLD. Donc l'idée, c'est véritablement de se poser la question de l'opportunité du recours à la PLD. Et pour répondre à cette question, il faut bien distinguer la PLD des autres dispositifs de restructuration existants. Et ce, puisque chaque dispositif de restructuration va obéir à une logique différente. Donc schématiquement, on pourrait classer les dispositifs de restructuration dans 3 catégories.
Donc, on va avoir une première catégorie avec les dispositifs classiques de réduction d'effectifs. Donc là, j'intègre dedans les plans sociaux, le dispositif de RCC, les accords, par exemple, de GPEC, où l'objectif, ça va véritablement être de réduire la masse salariale à court terme. Maintenant, ces dispositifs, quand on est véritablement face à une baisse d'activité qui n'a pas vocation à se confirmer, qui donc n'a qu'un caractère que temporaire, même si la temporalité est assez longue, eh bien, ces dispositifs-là ne sont pas nécessairement la bonne réponse, puisque certes, ils vont permettre de réduire les effectifs, mais lorsqu'il y aura une nouvelle hausse d'activité, eh bien, il faudra de nouveau réembaucher les salariés sans avoir de certitude, en fait, sur le fait de trouver les compétences nécessaires. Bon, donc ça, c'est la première catégorie de dispositifs. Deuxième catégorie, c'est l'activité partielle dite classique. Donc, l'activité partielle classique, elle permet de répondre à une baisse soudaine de l'activité de l'entreprise, mais une baisse qui est véritablement temporaire. Et elle permet ainsi de réduire le temps de travail des salariés sur une très courte période avant un retour à la normale. Donc, l'activité partielle classique, elle a été clairement la meilleure réponse à la crise sanitaire, puisque c'était véritablement une chute soudaine d'activité qui a été subie par les entreprises. Maintenant, l'activité partielle classique, elle ne sera plus, et elle n'est déjà plus depuis, à partir d'aujourd'hui, une solution idéale pour les entreprises, puisqu'il y a une baisse des taux de l'allocation d'activité partielle, c'est-à-dire des taux de remboursement pour les entreprises, qui démarre là au 1er juin pour les entreprises classiques, c'est-à-dire le cas général, et qui va s'accentuer à partir du 1er juillet, avec une baisse à hauteur de 36% pour le cas général. Donc, du fait de cette baisse d'activité, eh bien, l'activité partielle classique ne sera plus aussi intéressante pour répondre à la baisse soudaine d'activité. Et c'est pour ça qu'on en arrive à cette troisième catégorie de dispositifs qui est l'APLD. Et l'APLD, c'est véritablement un outil qui vient en fait prendre le relais de l'activité partielle classique, mais avec une approche qui est plus long terme, c'est-à-dire que l'APLD offre beaucoup plus de souplesse dans le dispositif, puisqu'on va voir que on peut le mettre en place, l'interrompre, le réactiver, et ce en fonction de l'évolution de la situation de l'entreprise. Donc l'APLD, ça permet véritablement d'adapter dans le temps de travail des salariés au niveau d'activité de l'entreprise, tout en conservant les compétences en interne pour les besoins futurs. Voilà. Donc, c'est dans cet esprit que les dispositions du décret sur la PLD ont posé comme condition de recours à la PLD le fait qu'il y ait certes des difficultés, mais que ces difficultés ne soient pas de nature à compromettre la pérennité des entreprises. C'est-à-dire que l'objectif de la PLD, ça n'est pas d'accompagner des entreprises qui sont au bord de la liquidation judiciaire, pas du tout. L'idée, c'est véritablement de les soutenir pour faire face à une baisse d'activité avant un retour à la normale. Voilà. Donc, c'est maintenant, compte tenu de la baisse des taux annoncés, que les entreprises doivent s'interroger sur les prochains mois, voire les prochaines années. Et si oui, il y a une baisse d'activité qui est prévisible, eh bien, il faut s'interroger sur la nécessité de recourir à la PLD. Parce que la PLD, en termes de taux, on le verra avec Solène juste après, va vous permettre d'avoir une prise en charge par l'État qui sera quasi intégrale. Donc, voilà pour la première étape sur quand est-ce qu'on peut envisager le recours à la PLD. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail de quelle façon, c'est-à-dire quel support on utilise. Ah oui, pardon, peut-être que Serge, tu voulais… Oui, Pauline, je me permets. Donc là, on a vu le volet juridique. Moi, ce qui me semble important de dire, qu'est-ce que ça veut dire de manière très, très fonctionnelle pour les équipes de direction. Direction des ressources humaines, direction générale, direction financière et direction opérationnelle de l'entreprise, c'est qu'à mon sens, ça demande à mettre en place un diagnostic, une analyse précise avant de se lancer dans l'aventure la PLD, qui n'est pas une aventure très 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 risquée parce qu'elle est prise en charge pour grande partie, mais elle peut avoir des risques quand même sur différents éléments et dont un des éléments peut être la perte des talents. Mais c'est pas le
Ce qu'on préconise, nous, en tout cas en termes d'accompagnement avec nos équipes, c'est d'analyser d'abord l'impact de la PLD, analyse de l'impact économique, évidemment, analyse de l'impact humain en termes de risques psychosociaux, par exemple. Tout ce qui modifie une organisation d'entreprise, on l'a vu depuis plus d'1 an, fragilise également le corps social. Analyser l'impact également sur les compétences. Alors, compétences en termes de perte éventuelle de talent, comme je disais, mais également compétences en termes d'évolution de compétences, puisqu'on le verra dans la présentation de Pauline et Solène. Un des éléments qui peut être vraiment un des axes majeurs, c'est la mise en place de formation et de développement de compétences pendant ce temps, et avec une prise en charge. Et puis, il y a un dernier point d'analyse qui pour moi est essentiel, c'est l'analyse des relations sociales. Mais ça, je pense que tu en parleras, Pauline, et vous en parlerez avec Solène. Ça donne lieu à un accord, donc ça demande à aussi réfléchir en termes de relations sociales et quel type de relations sociales, direction, je vais instaurer avec mes partenaires sociaux. Suite à cette analyse d'impact, l'impact de la PLD, ce que ça va vouloir dire, c'est qu'il va falloir identifier des leviers et des types d'accompagnement à prévoir, accompagnement interne ou accompagnement avec un partenaire qui pourra accompagner, en termes de dispositifs RPS, en termes de cartographie des métiers, c'est-à-dire vers quel métier demain, alors ça peut être demain, voire après-demain, je vais me projeter dans une logique qui peut être aussi dans une logique de GPEC, très clairement. Quelle formation, quel accompagnement managérial, quelle communication d'une manière générale. Voilà. En tout cas, moi, ça me semble important dans cette première étape pour envisager le recours à la PLD, l'envisager évidemment du point de vue juridique et du chemin juridique et des conditions sur lesquelles Pauline et Solène vont développer, mais aussi de voir qu'est-ce que ça va faire bouger au sein de l'entreprise et pour ça de faire un diagnostic et d'être accompagné avec un acteur neutre et des équipes qui peuvent intervenir dans le cadre de l'entreprise. Voilà, juste ça, je voulais rajouter, Pauline, sur ce volet-là. D'accord. Merci Serge. Donc sur la deuxième étape, je vais laisser la parole à Solène du coup sur les supports pour la mise en place de la PLD. Oui, merci Pauline. Alors du coup, pour mettre en place la PLD, il y a 2 supports qui peuvent être envisagés, à savoir la négociation d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de branche lorsqu'il en existe un, ou à défaut, un document unilatéral. Alors, il faut savoir que le document unilatéral, il ne peut pas être envisagé dans toutes les situations, puisqu'il y a une condition préalable, à savoir l'existence d'un accord de branche qui prévoit en fait la possibilité de recourir à l'activité partielle longue durée. Concernant l'accord de branche, les modalités de négociation sont les mêmes qu'un accord de droit commun classique, à savoir qu'en premier lieu, normalement, il doit être négocié avec les délégués syndicaux au sein de l'entreprise, s'il en existe. Et s'il n'y a pas de délégués syndicaux, on passe au mode de négociation dérogatoire, à savoir avec le CSE des élus mandatés éventuellement, ou lorsqu'il n'y a pas de CSE ou d'élus mandatés, avec les salariés de l'entreprise, avec une ratification de l'accord par référendum. Donc ça, c'est les modalités de négociation classiques. Je passe pas plus de temps là-dessus. Et donc sur le... C'est intéressant quand même sur le document unilatéral de relever, Solène, les branches professionnelles qui ont d'ores et déjà conclu un accord APLD, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont dépêchés dès la création du dispositif de négocier là-dessus, donc c'est bien de le relever. Tout à fait. Il y a un certain nombre de branches qui l'ont pris, notamment nous, on a beaucoup de clients dans la métallurgie, et donc ils ont pu prendre en fait des décisions unilatérales parce qu'il y avait des accords de branche qui avaient prévu la possibilité de recourir à l'activité partielle longue durée. C'est également le cas du secteur des transports routiers. En fait, c'est des branches qui ont été très actives, en tout cas proactives par rapport au dispositif d'activité partielle longue durée et qui ont directement encadré le dispositif par le biais des accords de branche et donc des conventions collectives. Alors après, le document unilatéral a une marge de manœuvre limitée puisqu'il doit correspondre en fait en tout point à ce que l'accord de branche a prévu. Et concernant en tout cas le document unilatéral, il n'y a pas de préalable de négociation obligatoire. Vous pouvez directement passer par ce document unilatéral si, par exemple, vous savez qu'au sein de l'entreprise, vous avez un dialogue social qui est un peu compliqué, ce qui est le cas chez certains clients, chez certaines entreprises. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez directement passer par le document unilatéral en précisant, mais on le reverra après, que le contrôle de l'administration est un peu plus
sévère sur ces documents, étant donné qu'il n'y a pas de préalable de dialogue social le concernant. Ouais. Il y a un point important à souligner aussi là-dessus, c'est que certes, il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris beaucoup de branches, pardon, qui ont pris des accords, voilà, pour permettre aux sociétés de passer directement au document unilatéral, mais il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire que si les entreprises considèrent que la façon dont la PLD a été envisagée par la branche ne leur convient pas, il est tout à fait possible de faire son propre accord d'entreprise. Ça, il y a aucun débat là-dessus. Oui, tout à fait. C'est l'avantage du coup des accords d'entreprise. Et concernant les accords, il faudra également les publier. En fait, c'est comme un accord de droit commun, donc il faudra le déposer sur la plateforme activité partielle, mais également sur la plateforme téléaccord, en ayant la possibilité d'anonymiser certaines parties, mais il faudra que ça fasse l'objet d'une négociation préalable. C'est notamment tout ce qui concerne les données confidentielles par rapport à l'entreprise qui ne peuvent être publiées sur le site de Légifrance. D'accord. Maintenant, on va voir peut-être plus en détail quel contenu prévoir au sein des accords et des documents unilatéraux. Alors, peut-être repréciser aux participants qui sont très très sages, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des points de détail, et on a largement le temps à détailler tel ou tel point. N'hésitez pas à poser des questions sur lesquelles Pauline et Solène pourront rebondir. Merci beaucoup. Alors, les textes prévoient un contenu obligatoire, un contenu facultatif. Donc, s'agissant du contenu obligatoire, il est tout d'abord prévu un préambule. Alors, le préambule, il doit contenir ce qu'on appelle un diagnostic de la situation économique de l'entreprise et des perspectives d'activité de l'établissement. Cette notion de diagnostic, elle existait déjà dans les précédents accords, type accord de maintien de l'emploi, accord de préservation de l'emploi. Et l'idée, c'est véritablement de motiver en fait le recours à la PLD. Donc, il y a très peu de précisions dans le décret sur le contenu du diagnostic. Dans le décret, il n'y a rien du tout d'ailleurs. Il est simplement fait état d'un diagnostic sur la situation économique. C'est dans le question-réponse sur la PLD que le gouvernement est venu donner quelques exemples de contenu en précisant que le diagnostic pouvait retracer les difficultés au niveau de la branche aussi et pas que de l'entreprise, les pertes en termes de chiffre d'affaires, les difficultés de trésorerie. En fait, en pratique, il faut véritablement être le plus précis possible dans le diagnostic. C'est-à-dire que nous, on donne généralement 2 conseils sur l'élaboration de ce diagnostic. Le premier, c'est de ne pas le négliger, vraiment, puisque c'est le diagnostic qui va vous permettre de motiver le recours à la PLD, et c'est un point qui est soumis au contrôle de l'administration pour déterminer si oui ou non elle valide ou elle homologue l'accord ou le document unilatéral. Donc, il ne faut pas négliger le diagnostic. Et surtout, deuxième conseil, il est fortement recommandé de l'assortir d'indicateurs chiffrés le plus précis possible. Pourquoi ? Puisqu'on va le voir après, si d'aventure la situation de l'entreprise évolue dans un sens qui n'est pas favorable, et que donc elle se voit contrainte, par exemple, d'envisager des licenciements économiques après avoir eu recours à la PLD, eh bien, elle prend le risque de devoir rembourser les sommes perçues au titre de la PLD, sauf si elle est en capacité d'établir qu'il y a eu une dégradation en fait de l'activité de l'entreprise entre le recours à la PLD et les licenciements économiques. D'où la nécessité de mettre des indicateurs précis, parce que si on se contente de faire état de difficultés sans préciser exactement lesquelles, on va pas pouvoir démontrer a posteriori que les difficultés se sont véritablement aggravées. Donc voilà, donc il faut vraiment ne pas négliger ce diagnostic, l'assortir d'indicateurs chiffrés le plus précis possible. Et je vais aller même plus loin. Ça, c'est plus un détail pratique, mais généralement, c'est bien le diagnostic d'en faire état dans le préambule, mais de joindre des indicateurs chiffrés en annexe de l'accord, puisqu'en réalité, vous allez devoir mettre à jour le diagnostic tous les 6 mois au moment du renouvellement de la demande de la PLD.
OK. Et donc, pour ne pas avoir à retoucher le contenu de l'accord tous les 6 mois, eh bien, c'est bien de mettre une annexe. Et vous allez, en fait, à chaque fois, modifier seulement l'annexe. Voilà. Donc ça, c'était pour la question du préambule. Donc le préambule, c'est le diagnostic. Il n'y a pas d'autres clauses obligatoires dans le préambule. Ensuite, une date de début et une durée d'application du dispositif de la PLD. Donc sur la date de début, petite précision. En fait, le question-réponse du gouvernement prévoit qu'il est possible de prévoir un début de recours à la PLD rétroactif, c'est-à-dire que il est possible de recourir à la PLD au cours du premier jour du mois civil au cours duquel vous déposez votre accord ou votre document unilatéral pour homologation ou validation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous déposez votre accord ou votre document le 15 juin, eh bien, vous pouvez recourir à la PLD à partir du 1er juin. Et quand il y aura donc homologation ou validation, eh bien, l'homologation ou la validation sera rétroactive. Voilà, donc vous serez couvert sur toute la période. Donc, et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de validation d'homologation? J'allais effectivement y venir parce que c'est effectivement une prise de risque puisqu'on ne sait pas par définition si on va obtenir la validation ou l'homologation. Eh bien, tout simplement, il n'y aura pas de versement des allocations. D'accord. Donc, ça veut dire que ce sera une totale prise en charge en fait pour l'entreprise. Et quel peut être l'intérêt de faire d'y recourir le plus rapidement possible, en fait. C'est-à-dire que là, si par exemple, imaginons qu'il y ait des entreprises qui sont un peu en retard ou qui ont eu des difficultés à négocier leur accord, elles peuvent se dire, bon, ça y est, on a réussi, mais tout de suite, on met en place, puisqu'on sait que de toute façon, au vu de la situation de notre entreprise, on va avoir l'homologation ou la validation. Okay, voilà, donc oui, il y a un intérêt. Ensuite, sur la durée d'application du dispositif, donc là, il est prévu que les accords en fait peuvent être d'une durée de 3 ans, ok. Mais à l'intérieur de ces 3 ans, il est possible de recourir à la PLD pendant une durée totale de 24 mois, ok. Donc ça veut dire que on a une période de 3 ans et en fait, on fait ce qu'on veut à l'intérieur de ces 3 ans dans la limite de 24 mois. Donc, on peut tout à fait se dire, j'ai recours à la PLD pendant 6 mois. Et de façon totale, hein, par exemple, parce qu'imaginons que je n'ai plus du tout d'activité, j'ai recours pour certains services, par exemple, à l'activité partielle totale, et sur les 6 mois d'après, j'ai une reprise d'activité, donc j'abandonne le dispositif, et puis je le réactive 6 mois après. Donc voilà, en fait, on fait ce qu'on veut, donc c'est à chaque entreprise de réfléchir, et là c'est pour le coup une vraie réflexion sur comment le mettre en œuvre, de réfléchir comment utiliser le recours à la PLD. Et ça me permet d'ailleurs de faire le lien avec la partie d'après sur la question de comment du coup on analyse la réduction sur la période de 3 ans. Donc je vais laisser la parole à Solène là-dessus. Oui, juste Pauline, il y a une question de Corinne sur la baisse d'activité lorsque tu as un refus de prise en charge. Donc le maintien employeur est de 100% ou proportionnel à la baisse d'activité en cas de... Alors, s'il y a eu baisse d'activité, oui, et en cas de refus de prise en charge par le dispositif, le maintien employeur et oui, parce qu'en fait, on ne sera pas dans un cas légal de recours à l'activité partielle, puisqu'on n'aura pas eu d'autorisation, sauf à ce qu'on soit couvert par ailleurs par de l'activité partielle classique, mais on n'aura pas eu d'autorisation de recourir à l'activité partielle, donc on ne peut pas maintenir simplement le salaire à hauteur de 70% parce qu'on n'aura aucun fondement pour le faire. Malheureusement, ça n'a pas été prévu par les textes. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est une véritable prise de risque parce que effectivement, l'employeur s'expose à devoir payer intégralement tous les salaires, quoi. Alors, du coup, troisième clause obligatoire de l'accord ou du document unilatéral, c'est la clause relative à la réduction horaire. Parce qu'en fait, le but de l'activité partielle longue durée, c'est de mettre en activité partielle les salariés pour en fait adapter le fonctionnement de l'entreprise au contexte de crise sanitaire ou de manière générale au contexte de baisse d'activité. Sauf que, bien entendu, il y a une limite à cette réduction horaire qui est de 40%. Donc, typiquement, pour un salarié en temps partiel, vous pourrez avoir une période d'inactivité moyenne de 14 heures, donc 40% de 35 heures. Ça, c'est les dispositions prévues, en tout cas pour la PLD. Et comment on apprécie cette réduction d'horaire? C'est pas sur un mois, c'est en fait sur toute la durée de l'accord et en fonction de chaque salarié. C'est pas pris de manière collective pour la globalité des salariés placés en APLD.
Donc, typiquement, ça permet en fait de faire fluctuer les périodes plus ou moins d'inactivité en fonction des salariés. Typiquement, si au moment de la mise en place de l'APLD, vous avez de vraies difficultés et en tout cas, vous avez très peu d'activité, c'est possible pour le premier trimestre d'avoir une activité des salariés à 100%. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas du tout travailler. Et en fait, ensuite, sur les trimestres suivants, vous allez adapter cette réduction d'horaire pour arriver à la fin de la période d'autorisation à une moyenne globale de 40% de réduction horaire. Donc, typiquement, vous pouvez faire 100% de réduction horaire le premier trimestre, 40% le deuxième, 20% le troisième et 100% d'activité sur le dernier. Comme ça vous fait une moyenne globale de 40%. Donc, c'est vraiment, en tout cas, l'objectif premier de l'APLD, c'est de pouvoir s'adapter au fonctionnement de l'entreprise en fonction des baisses d'activité que vous pouvez observer. Il y a une exception puisqu'on peut envisager une réduction horaire d'un montant de 50% lorsque vous avez vraiment des difficultés particulières et en fait, c'est apprécié au cas par cas pour chaque entreprise et en fonction des motivations que vous allez exposer et vous ne pouvez pas prendre la décision seule. C'est l'administration qui validera si c'est possible de passer à une réduction horaire de 50%. Je précise qu'il faudra que ça soit prévu dans le cadre de l'accord ou du document unilatéral. Et si c'est le document unilatéral, il faut également que ça soit prévu par l'accord de branche, puisque comme on l'a précisé, le document unilatéral, il est cloisonné, il faut qu'il applique strictement les dispositifs de l'accord de branche. Concernant l'appréciation de la réduction d'horaire pour un salarié à temps partiel. Alors, il n'y a pas de disposition particulière, à savoir que, en fait, ça sera la même appréciation que pour les salariés à temps plein. Donc, typiquement, ça sera 14 heures d'inactivité moyenne, que le salarié, en fait, soit à temps partiel ou à temps plein. Cependant, le gouvernement a précisé dans son document de questions-réponses qu'il est possible de prévoir, en fait, des clauses dans l'accord ou dans le document unilatéral ou dans l'accord de branche, si c'est le cas, de faire, en fait, une proratisation en fonction du temps partiel du salarié. Typiquement, si le salarié est à 80% de son temps, d'un temps plein, on appréciera les 40% en fonction de ces 80%. Donc, typiquement, on fait 40% de 80% de 35 heures, ça fait 11,2 heures d'inactivité moyenne possible par semaine. Donc, ça, c'est en fonction de vous et de vos besoins, de ce que vous pouvez ajuster au niveau des entreprises. Autre information importante concernant l'appréciation de la réduction d'horaire, c'est que comme vous le savez, depuis cet automne, on a fait l'objet d'un dispositif de confinement partiel. En tout cas, il y avait des établissements qui ont dû fermer pour raisons administratives. Il y a eu des fermetures globales, ensuite des réductions de temps de travail. Et donc, en fait, le gouvernement, pour ne pas léser les entreprises qui ont déjà eu recours à la PLD sur la période allant du 1er novembre jusqu'au 30 juin 2021, il y a une neutralisation de cette période qui a été instaurée par le gouvernement, à savoir que pour toute cette période, il n'y aura pas de prise en compte des heures chômées des salariés pour apprécier la globalité des 40% sur toute la durée de l'accord. Alors, par contre, ça ne revient pas à proroger en fait l'autorisation qui vous a été donnée. La période d'autorisation reste la même. Vous devez également respecter vos engagements pris en fait dans le cadre de la PLD, mais Pauline reviendra plus longuement là-dessus. Ça ne vous exonère pas du tout de vos obligations au titre de la PLD, c'est juste qu'il y a une neutralisation pour la prise en compte de la réduction d'horaire. Il y a également, juste dernier point sur la réduction d'horaire, pour les salariés qui font l'objet d'une mesure d'activité partielle de droit commun en raison d'une garde d'enfants, parce que bon, il y a une reprise de l'école pour les enfants, mais il y a beaucoup de problématiques, notamment d'absence du fait du Covid et de la fermeture des établissements ou des classes des enfants. Donc, les parents qui sont amenés à garder leurs enfants ou qui sont personnels vulnérables et que de ce fait sont placés en activité partielle de droit commun, il n'y a pas de prise en compte également de cette période pour l'appréciation de la réduction d'horaire. Donc ça, c'est les deux périodes de neutralisation à avoir à l'esprit dans le cadre de l'appréciation de votre réduction d'horaire. Si en cours de période de l'accord, vous atteignez directement ce taux maximum de 40%, en fait, vous ne pouvez pas revenir en arrière et le dépasser, puisque si vous le dépassez, il y aura des sanctions. Donc, dans ce cas-là, en fait, le dispositif d'APLD s'arrête directement et vous ne pourrez plus bénéficier de l'indemnisation versée par l'État au titre des heures chômées par les salariés.
Donc ça, c'était la clause relative à la réduction d'horaire. Et je laisse Pauline vous préciser la clause suivante. Sur les engagements. Donc, il y a 2 catégories d'engagements qui doivent être pris dans le cadre de l'accord APLD. Donc, on a tout d'abord des engagements en termes de maintien dans l'emploi. Donc là, le principe, c'est que l'engagement de maintien dans l'emploi, il porte sur l'intégralité des établissements, des emplois de l'établissement ou de l'entreprise, sauf si l'accord prévoit un champ d'application plus strict. Donc, ça veut dire que si vous ne dites rien, les engagements vont porter sur toute l'entreprise ou tout l'établissement si c'est un accord d'établissement. Mais vous pouvez prévoir un champ plus restreint. Donc, vous pouvez notamment prévoir que seuls les salariés pour lesquels il est recours à l'activité partielle seront concernés par le maintien dans l'emploi et non pas les autres secteurs ou les autres catégories d'emploi pour lesquelles il n'y a pas de recours à la PLD. Ensuite, il y a des engagements en termes de formation. Donc là-dessus, il y a des recommandations qui ont été faites par le gouvernement sur quel type d'engagement pouvait être pris. Donc vous les trouverez dans le question-réponse sur la PLD. Donc on va avoir notamment abonder le CPF, renforcer le plan de développement des compétences, mobiliser les OPCO. Donc voilà, il y a toute une liste d'exemples d'engagements. Il faut savoir aussi qu'il y a des entreprises qui ont pris des engagements un peu plus originaux et un peu plus engageants d'ailleurs. Pour vous donner quelques illustrations, Safran a pris l'engagement de recruter un nombre minimum d'apprentis entre 350 et 450 sur la période d'APLD et de jeunes diplômés 300 sur une période de 6 mois. Donc là, c'est bon. Après, évidemment, on parle de Safran, mais c'est un engagement qui est quand même très, très engageant pour le coup. La société Parker, elle, a pris l'engagement de consacrer 2% de sa masse salariale à des actions de formation pendant la durée de la PLD. Voilà, donc concrètement, vous n'êtes pas tenu de suivre les propositions du gouvernement sur la nature des engagements en termes de formation. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et ce qui est cohérent au regard de la situation et de l'activité de l'entreprise. Et enfin, peut-être que d'ailleurs, tu as des commentaires, Serge, à faire sur ces questions en termes d'engagement de formation. Non, pour compléter, hein, c'est ce que j'avais introduit tout à l'heure, hein, sur d'identifier les formations et ce maintien par l'emploi, effectivement, de bien identifier effectivement si c'est sur l'ensemble de l'entreprise, sur certaines catégories, sur certains services, ça me semble essentiel, d'où la nécessité de diagnostic. Et puis après, sur la formation, oui, identifier les formations nécessaires et regagner cet écart, hein, de compétences qu'il peut y avoir sur la projection du besoin de demain, mais aussi sur la projection du besoin existant, pour lesquels il peut y avoir des trous. Donc là, il faut vraiment faire un diagnostic et en profiter, hein, si j'ose dire, parce que c'est la bonne occasion pour maintenir l'emploi, développer les compétences et également maintenir les talents. Hein, j'appuie énormément là-dessus, mais c'est une des questions qui, pour moi, peut se poser, en tout cas sur lesquelles j'ai des retours, c'est le risque, avec tous ces différents dispositifs, de voir des talents passer d'entreprise en entreprise et quitter l'entreprise. Hein, et on le voit dans certains secteurs d'activité, par exemple comme l'hôtellerie-restauration, où on a une perte aujourd'hui, hein, d'un certain nombre de compétences et qui peuvent être préjudiciables pour le futur. Donc, il faut vraiment faire très attention entre le maintien de l'emploi et effectivement le développement de la formation professionnelle, qui est aussi moyen de développer les compétences, mais aussi de maintenir dans l'entreprise des compétences qui peuvent tout à fait partir. Aujourd'hui, on n'est pas sur un marché de l'emploi qui est en perte. Hein. Au contraire, le marché de l'emploi est assez vivant. Hein, donc, une grande vigilance là-dessus. Je vois qu'il y a une question de Morgane Jarros. Par exemple, si on reprend l'engagement de consacrer 2% de la masse salariale sur toute la durée de la PLD, on parle de la durée totale des 24 mois ou de la première période de la PLD, car première accord de 6 mois. Alors, en principe, quand on parle, à chaque fois que les textes parlent de toute la durée de la PLD,
même si ça paraît surprenant, parce qu'on peut tout à fait se dire, j'ai recours pendant 6 mois et puis au bout de 6 mois, je n'obtiens pas mon renouvellement. Mais pour autant, l'engagement, lui, tel qu'il est conçu au démarrage, il est sur toute la durée de la PLD. Donc, ça veut dire que si l'accord il a été conclu pour 3 ans, ce sera sur une période de 3 ans. Donc, effectivement, du coup, ça soulève une question. Cette question, c'est que comment on va apprécier si d'aventure il n'y a pas de renouvellement en fait, de la PLD au-delà de 6 mois, comment est-ce qu'on va apprécier si oui ou non les engagements ont été tenus, parce qu'on n'aura pas toute la période pour l'apprécier. Maintenant, est-ce que véritablement la question, du coup, va se poser s'il n'y a pas de renouvellement, potentiellement, il n'y aura pas de vérification sur les engagements, parce que c'est précisément au moment du renouvellement qu'on va apprécier ça. Ensuite, il y a des nouvelles obligations. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des nouvelles obligations qui ont été créées, enfin, qui sont issues en fait de la loi de finances et qui prévoient pour les entreprises qui ont recours à la PLD en 2021 des obligations un petit peu spécifiques. Par exemple, il convient de communiquer au CSE la nature et l'utilisation des aides qui auraient été perçues au titre des crédits de la mission Plan Relance. Il y a des éléments sur le bilan simplifié des émissions des gaz à effet de serre. Bon, voilà, ce sont des dispositions un peu particulières. Ces nouvelles, étant précisé que ces nouvelles obligations, elles ne sont pas assorties de sanctions. En revanche, pour les engagements en termes de maintien dans l'emploi et les engagements en termes de formation, eh bien, il est prévu des sanctions. On peut peut-être passer sur la slide d'après, Serge. Donc, sur le non-respect des engagements en matière oui, c'est celle-ci. de maintien dans l'emploi, la sanction qui est prévue. Donc déjà, quand est-ce qu'on ne respecte pas son engagement en termes de maintien dans l'emploi? C'est très, très clairement, c'est lorsqu'on envisage un licenciement pour un motif économique. Et je dis licenciement, mais j'envisage en tout cas les ruptures à l'initiative de l'employeur, et donc j'exclus les départs volontaires dans le cadre d'un PSE, d'un dispositif de RCC ou encore d'un accord de GPEC qui ne sont pas considérés comme un licenciement économique et qui donc ne reviennent pas à ne pas respecter ces engagements en termes de maintien dans l'emploi. D'accord ? On parle vraiment de départ contraint. Donc l'employeur qui aurait recours à des licenciements économiques après la PLD, eh bien il s'expose soit dans un premier cas à rembourser les sommes perçues pour le salarié concerné, c'est-à-dire que s'il avait pris l'engagement de maintenir dans l'emploi les salariés, uniquement les salariés pour lesquels il a recours à la PLD, eh bien, il devra rembourser les sommes perçues pour chaque salarié licencié. Donc, s'il y a un salarié A dans tel service, il est licencié pour motif économique, et bien toutes les sommes perçues concernant ce salarié devront être remboursées à l'administration. Ça, c'est la première hypothèse. Si on est dans la deuxième hypothèse, c'est-à-dire le cas où l'engagement en termes de maintien dans l'emploi, il portait sur toute l'entreprise. Eh bien, dans ce cas-là, à partir du moment où on a un licenciement économique, même si ça concerne un salarié pour lequel il n'y a pas eu recours à la PLD, eh bien, on ne respecte pas son engagement. Et ça veut dire que du coup, la somme qui devra être remboursée, eh bien, ce sera une somme qui sera égale, donc pour chaque licenciement, au rapport entre le montant total des sommes versées à l'employeur au titre de la PLD et le nombre de salariés placés en APLD. Donc, sous-entendu, on fait une moyenne, en gros, de ce que représente l'allocation par salarié, et l'employeur devra la rembourser. Voilà. Ensuite, donc il y a un troisième cas, évidemment, il n'est pas cité par le décret, puisque c'est le cas positif, hein, c'est-à-dire que on fait un licenciement économique d'un salarié qui n'était pas placé en APLD et l'employeur ne s'était pas engagé à maintenir les emplois sur toute l'entreprise, mais uniquement pour les salariés placés en APLD. Et bien dans ce cas-là, aucune difficulté, il n'y aura pas de sanctions qui seront appliquées. Je rebondis aussi sur ce que je vous indiquais tout à l'heure sur la question du diagnostic, c'est qu'il y a évidemment une dérogation en fait à ces sanctions, et c'est notamment le cas où soit le remboursement il est incompatible avec la situation économique de l'entreprise, soit c'est que voilà, il y a eu une dégradation telle de la situation économique de l'entreprise que bien l'employeur n'avait pas le choix en fait que de recourir à des licenciements économiques. Et dans ces cas-là, eh bien, il est possible de ne pas se voir appliquer la sanction. Donc, d'où l'intérêt de détailler au maximum
sa situation économique dans l'accord. Alors, il n'y a pas autant de détails sur les sanctions implicables en matière d'engagement en termes de formation. Là-dessus, à date, aussi bien les textes que le question-réponse sont relativement flous sur comment on apprécie si oui ou non un engagement en termes de formation est respecté. Est-ce que s'il est partiellement respecté, il y a une conséquence? Donc ça sera, à mon sens, laissé à la libre appréciation de la directe. Et pour rebondir, par exemple, sur l'engagement de consacrer 2% de la masse salariale sur la durée de la PLD, mais qu'est-ce qui se passe si finalement on n'arrive qu'à 1%? Est-ce que c'est un motif de non-renouvellement? Si on applique strictement les textes, la réponse, ça devrait être oui, il n'y a pas de renouvellement. Maintenant, je suis pas certaine que les directs soient aussi stricts sur l'appréciation des engagements en termes de formation. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'il faut être vigilant et donc ne pas se fixer des engagements qui soient trop ambitieux. Est-ce que ça peut donner lieu à contentieux, toutes ces situations, contentieux individuel ou contentieux collectif est-ce qu'on a déjà, il est un peu tôt peut-être pour avoir des situations de ce cadre-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des jurisprudences déjà? Alors non, pas à ma connaissance. Effectivement, pour le moment, on n'a vraiment pas de recul sur le sujet, mais même vis-à-vis des relations avec l'administration surtout. Oui, on peut avoir des contentieux, mais on peut déjà avoir du contentieux administratif, c'est-à-dire que on peut contester la nature de la décision qui a été rendue par la DRIT maintenant, soit parce que c'est l'employeur qui conteste parce qu'il y a eu un refus de validation ou d'homologation, soit ça peut être des syndicats par exemple qui sont non signataires de l'accord, qui vont contester la validation de l'accord, ce qu'on retrouve typiquement dans des cas de PSE. Et là, on est sur du tribunal administratif. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme contentieux? On peut avoir aussi, oui, des contentieux devant le conseil de prud'homme, par exemple pour des salariés qui auraient été placés en APLD alors que la réduction d'activité aurait été dépassée et donc ils auraient eu une baisse trop importante de salaire, ou alors ils correspondaient pas aux catégories concernées par l'accord. En fait, on peut imaginer une multitude de contentieux différents. Par exemple, sur les fonctions commerciales, moi j'avais une question sur les fonctions commerciales, par exemple, qui peuvent être impactées. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact de la PLD sur les primes, par exemple, sur un variable, sur, je sais pas, même des congés payés, et tout ce qui fait les droits des salariés? C'est quoi l'impact de la PLD là-dessus? Alors, on a fait toute une partie là-dessus, parce qu'effectivement, c'est une vraie question. Quelles sont les conséquences de la PLD sur la paye. Donc je vais peut-être pas anticiper sur la partie d'après ça, mais du coup c'est bien parce que ça veut dire qu'on a bien fait d'intégrer cette partie. Donc sur les engagements, c'était tout. Il y a encore des clauses sur les salariés visés. Oui, c'est ça. Donc en fait, le dispositif d'activité partielle longue durée, il concerne en fait une collectivité de salariés. L'accord n'a pas l'obligation, en tout cas, de mentionner nommément chaque salarié concerné par l'activité partielle longue durée, puisque ce n'est pas un dispositif individuel comme ça peut l'être pour l'activité partielle classique, qui en fait depuis l'épisode de crise sanitaire peut être individualisé en fonction de chaque salarié. Donc en fait, dans l'accord, il faut mentionner l'activité ou le service ou même l'établissement concerné par la mesure d'activité partielle pour, en tout cas, définir quels salariés sont éligibles ou non au dispositif d'activité partielle longue durée. Ça, c'est pareil, préciser un pourcentage de salariés concernés, ça correspond pas en tout cas à l'objectif de l'activité partielle longue durée. Il faut vraiment préciser quel secteur ou quel service est concerné. Typiquement, si vous avez une baisse par rapport au marketing, une fluctuation de l'activité dans le service marketing, vous mettez dans votre accord ou dans la décision unilatérale, le service marketing sera visé par le dispositif d'activité partielle longue durée. Donc voilà, c'est la seule exigence. Concernant les cadres dirigeants, il y avait le débat notamment concernant l'activité partielle dite classique au moment du premier confinement. Et les cadres dirigeants peuvent être visés, en tout cas faire partie du dispositif APLD, seulement si la réduction concerne en fait tout l'établissement et pas seulement un service.
Donc, il faut que ça soit une mesure globale. Concernant les contrats courts, CDD d'usage ou contrats saisonniers, en fait, ils sont pas visés par la PLD puisque par nature, la PLD, c'est un dispositif d'activité partielle longue durée. Donc, en fait, ça s'étale dans le temps, alors que ces contrats courts ont vocation à être temporaires et donc ne pas s'étaler sur une durée, par exemple, de 24 mois, à savoir la durée d'autorisation. Donc, pour ces contrats, ce n'est pas possible, mais il est tout à fait envisageable, en tout cas, de prévoir en tout cas une activité partielle par roulement en fonction des services et des différents salariés. Je reviens juste sur la clause par rapport à la réduction horaire. J'ai vu qu'on a une question de Valérie. C'était sur le cumul possible activité partielle classique et activité partielle longue durée, notamment pour garde d'enfants. Alors non, c'est pas possible de cumuler les deux dispositifs d'activité partielle pour un seul et même salarié. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a eu cette période de neutralisation qui est prévue lorsque le salarié fait l'objet d'une activité partielle pour garde d'enfants. Alors, concrètement, comment ça se passe? Vous avez un salarié qui est obligé de s'absenter pour garder son enfant dont la classe, par exemple, a fermé. Donc, ce salarié-là va être placé en activité partielle classique. Et s'il ne fait pas l'objet d'une activité partielle longue durée, voilà, vous appliquez l'activité partielle classique, il n'y a pas de sujet. S'il fait l'objet d'une activité partielle longue durée, en fait, vous allez juste, entre guillemets, stopper le calcul de la réduction d'horaire de l'activité partielle longue durée et simplement appliquer l'activité partielle classique. À la fin de son activité partielle pour garde d'enfant, vous reprenez le dispositif d'activité partielle longue durée pour reprendre l'appréciation de la réduction d'horaire de 40%. Voilà, ça c'est bien une notion à avoir en tête, on ne cumule pas les deux, c'est des systèmes bien distincts. Ok. Ensuite, donc au-delà du contenu obligatoire, on a un contenu facultatif dont voilà, vous constaterez qu'en fait c'est un peu ce qu'on retrouvait en termes de contenu dans les accords de maintien de l'emploi, les accords de préservation de l'emploi, avec voilà des efforts proportionnés de la part des dirigeants notamment. Voilà, donc sachant que ce sont des clauses facultatives et non obligatoires. Ensuite, donc sur l'étape numéro 3, on va voir maintenant quel est le rôle du CSE, quel est le rôle de l'administration dans le recours à la PLD. Donc, s'agissant tout d'abord du CSE, en fait, le CSE, il va avoir un rôle à plusieurs moments. On va distinguer le cas de l'accord collectif et le cas du document unilatéral. Donc sur l'accord collectif, bon, depuis la loi Rebsamen, il n'y a plus d'obligation pour l'employeur de consulter préalablement à la négociation d'un accord. Okay. Les textes spécifiques à la PLD ne prévoient pas non plus l'obligation pour l'employeur de consulter le CSE sur l'accord APLD. Bon, maintenant, il faut quand même bien avoir en tête que la PLD, ça a un impact significatif sur les conditions de travail, de rémunération, de temps de travail des salariés. Et donc, si ça n'est pas sur le projet d'accord que le CSE doit être consulté, c'est en réalité sur le projet de recours à la PLD, sur le projet qui impacte les conditions de travail. Donc, on est là sur une consultation sur le cas général, sur le fondement de l'article 2312-8 du Code du travail. Donc, nous, notre préconisation, c'est de consulter le CSE avant de recourir à la PLD. Si on est dans le cas d'un document unilatéral, alors là, pour le coup, c'est expressément prévu par les textes. Hein. Il y a une consultation obligatoire du CSE qui est préalable au document unilatéral et au dépôt de ce document unilatéral, sachant que c'est un document qui sera, l'avis du CSE sera expressément sollicité par la DRIT, dans le cadre de son homologation. Ensuite, pendant la mise en œuvre de la PLD, le CSE il continue d'avoir un rôle puisque va y avoir un compte rendu sur la mise en œuvre de la PLD qui devra leur être présenté au moins tous les 3 mois. Donc ça, c'est aussi une disposition du décret. Voilà. Donc il y a vraiment un travail à faire en cohésion avec le CSE sur la PLD. Alors, on a une question sur le CSE. L'avis du CSE doit-il être transmis à l'administration en cas d'accord collectif? Alors non, justement, ça n'est pas parce que justement les textes ne prévoient pas expressément
pour le recours à la PLD de consulter le CSE quand on a un accord. Donc, ça ne doit pas être un document demandé par l'administration, mais pour autant, il faut malgré tout qu'il y ait une consultation parce que l'employeur, lui, dans le cadre de ses obligations d'information-consultation, il est censé consulter le CSE. Donc, ça veut dire que s'il ne le fait pas, il ne va pas s'exposer à ce que l'administration ne valide pas l'accord. En revanche, il s'expose à un délit d'entrave. Voilà. Tu veux poursuivre peut-être, Solène, sur la DRIT? Alors, en parallèle du CSE, donc il y a l'administration qui a un rôle prépondérant puisque que ce soit pour l'accord ou pour le document unilatéral, il va y avoir un contrôle à la fois du contenu et des modalités de prise de ces supports. Alors, typiquement, si vous avez recours à l'activité partielle longue durée par le biais d'un accord, le contrôle sera entre guillemets plus souple, puisque, comme je l'ai dit au préalable, étant donné que vous avez mobilisé la négociation, le dialogue social par le biais d'une négociation collective, on part du principe qu'il n'y avait pas, il y avait un consensus autour de cette question au sein de l'entreprise, et donc l'administration se contentera de regarder si le processus de négociation collective a bien été observé, et ensuite les différents engagements qui ont été pris par l'entreprise, puisque c'est quand même une condition essentielle au recours à l'activité partielle longue durée. Dans le cadre d'un accord d'entreprise, la DRIT aura 15 jours pour se prononcer sur la validité ou non de l'accord transmis. Concernant le document unilatéral, le contrôle sera donc dans ce cas plus poussé puisqu'il s'agit d'un engagement unilatéral de l'employeur et dans ce contrôle, la DRIT contrôlera donc, comme l'a dit Pauline, la présence de la consultation du CSE en amont de la mise en œuvre du document unilatéral, le contenu du document unilatéral, à savoir s'il correspond bien aux dispositions de l'accord de branche, parce que, comme encore une fois, vous êtes contraint de respecter expressément les différentes dispositions de l'accord de branche. Et en troisième lieu, encore une fois, les engagements qui sont pris pendant toute la durée de l'activité partielle longue durée. Dans le cas du contrôle du document unilatéral, la DRIT aura 21 jours pour homologuer le document unilatéral. Petite précision, si vous avez un silence de l'administration, le silence vaut acceptation. Donc, vous pouvez considérer que votre demande d'activité partielle longue durée est acceptée par l'administration. Donc ça, c'était le contrôle effectué avant le recours à l'activité partielle longue durée. Ensuite, comme vous le savez, l'activité partielle longue durée, l'autorisation s'effectue par tranche de 6 mois. Donc, en fait, tous les 6 mois, il faut obtenir le renouvellement de l'autorisation auprès de l'administration. Donc, dans ce cadre, il faut transmettre le diagnostic actualisé, donc diagnostic économique, où vous en êtes, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir au niveau de la reprise. Il faut également transmettre le bilan, où vous en êtes en termes d'engagement de maintien dans l'emploi ou en termes de formation. Et seulement si vous transmettez ces informations, et également le PV de consultation du CSE, parce que, comme l'a précisé Pauline, il faut les consulter lors des phases étapes. Une fois que vous avez transmis ces documents sur la plateforme activité partielle, l'administration effectuera un nouveau contrôle pour vous autoriser ou non à recourir, encore une fois, au dispositif d'activité partielle longue durée. Ça, c'est également valable donc, en cas de renouvellement d'une demande d'activité partielle longue durée. Il y aura les mêmes points d'étape qui seront vérifiés par l'administration. Alors, dernière et quatrième étape, donc du coup, Pauline va vous préciser en fait quelles sont les conséquences de la PLD par rapport à tout ce qui concerne la paie des salariés. Alors oui, il y a eu beaucoup de questions sur ce sujet, de l'incidence en fait des périodes. Alors c'est pas propre à la PLD pour le coup, hein, on vise aussi l'activité partielle classique puisque ça va être le même raisonnement. Mais voilà, on a déjà plusieurs réponses. Donc, par exemple, concernant les congés payés. Bon, là, il a été prévu que les heures qui sont chômées, elles sont prises en compte pour le calcul de l'acquisition des CP. Donc ça a été vu dès le début dans le cadre du premier confinement, donc il n'y avait pas de sujet. Sur la question des jours fériés. Alors là, la réponse, elle dépend de est-ce que dans l'entreprise, le jour férié est chômé ou non.
Donc, première hypothèse, dans l'entreprise, le jour férié est chômé. Dans ce cas-là, eh bien, il n'est pas possible de recourir à l'activité partielle et donc aussi à l'APLD, puisque ce sont les mêmes règles, pour la période de jour férié. Donc, en fait, l'employeur, il doit maintenir la rémunération pour ce jour-là, parce qu'il y a une obligation en parallèle de maintien, mais il ne pourra pas faire de demande de remboursement pour cette journée-là. Donc ça, c'est la première hypothèse. En revanche, deuxième hypothèse, si le jour férié, il est habituellement travaillé dans l'entreprise, parce qu'il y a des secteurs où on travaille 7 jours sur 7, et jours fériés compris, et bien dans ces cas-là, oui, alors l'employeur peut recourir à l'activité partielle ou à la PLD et demander un remboursement sur ces journées-là. Ensuite, il y a eu pas mal de questions sur les indemnités de rupture, notamment les indemnités de licenciement. Donc là, il y avait déjà eu des jurisprudences assez anciennes sur le sujet. Et en réalité, il est prévu que l'indemnité, elle est calculée en fonction du salaire qu'aurait perçu chaque salarié s'il n'avait pas été mis en chômage partiel pendant la période de référence, mais avait travaillé à temps plein. Donc évidemment, ça revient à neutraliser les périodes. Autre hypothèse, la prime de précarité. Si on est dans le cadre, par exemple, d'un CDD, là, les dispositions légales prévoient que la prime de précarité, elle est égale à 10% des salaires qui ont été perçus pendant la durée du CDD. Donc, il n'y a pas de jurisprudence sur qu'est-ce qu'on applique en cas d'activité partielle. Donc là, il y a trois façons de traiter le sujet. Soit, première hypothèse, c'est la plus sécurisée, c'est qu'on retient le même raisonnement que pour l'indemnité de licenciement. Ok, on ne prend pas de risque, on neutralise. Soit, deuxième hypothèse, c'est la moins favorable aux salariés, c'est-à-dire qu'on ne retient dans l'assiette de calcul que la rémunération brute perçue par le salarié, c'est-à-dire que on applique strictement les dispositions légales. Voilà, donc là, évidemment, ça va avoir un impact très, très important sur la prime. Soit, troisième hypothèse, qui serait peut-être la plus équitable, c'est qu'on intègre à la fois dans l'assiette de calcul les rémunérations perçues et les indemnités perçues par le salarié, et on lui verse exactement 10% des sommes en fait qu'il a perçues, que ce soit des rémunérations ou des indemnités. Voilà, c'est peut-être la plus équitable, en sachant voilà qu'elle ne repose à date sur aucun fondement ni jurisprudentiel ni textuel. Voilà. Et enfin, donc pour rebondir sur la question de Serge de tout à l'heure sur que fait-on de la rémunération variable des salariés, puisque par exemple, il y a les questions se posent d'ailleurs maintenant, les salariés qui ont des rémunérations variables annuelles et qui se retrouvent avec une période de 3, 4 mois, 6 mois où ils n'ont pas travaillé, eh bien, ils sont dans l'incapacité de remplir leurs objectifs, clairement. Donc là, la réponse, elle est pas uniforme, c'est-à-dire que déjà, ça va dépendre de la façon, de la source de la rémunération variable. Est-ce que elle est prévue par le contrat? Est-ce que c'est la convention collective? Est-ce que c'est l'accord? Et surtout, eh bien, quelles sont les conditions qui ont été prévues dans le contrat ou la convention sur les modalités de perception? Et surtout, est-ce qu'a été envisagé le cas d'une absence, donc soit une absence pour activité partielle, soit pour un autre motif. D'accord. Donc, si l'absence a été prévue, pas de problème, on applique les dispositions du contrat ou de l'accord. Si rien n'a été prévu, eh bien, pareil, deux façons de voir les choses. Mais là, ça va nécessairement donner lieu, je pense, à des contentieux. Soit on considère qu'on applique strictement les textes et non, le salarié n'a pas été en capacité de remplir ses objectifs annuels et donc on ne lui verse pas sa rémunération. Mais soit, deuxième hypothèse, et c'est à mon avis la plus logique, eh bien on neutralise les périodes où il n'a pas pu travailler s'il y a eu 100% par exemple d'interruption d'activité. Et donc on va de fait diminuer d'autant l'objectif annuel. En fait, il faut savoir que si on retient la première hypothèse, on s'expose à des contestations parce que déjà, la rémunération variable, il y a une notion de caractère atteignable, c'est-à-dire que elle doit être atteignable pour le salarié. D'ailleurs, il y a aussi une obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Donc, on ne peut pas soutenir auprès d'un salarié
que, alors qu'on l'a mis en activité partielle pendant 8 mois, il doit remplir le même objectif annuel. Donc, si vous décidez de partir sur ce plan-là, effectivement, vous exposez à des contentieux. Donc, il y a très certainement, en fonction de l'ampleur de la réduction et de la nature des objectifs, il y a effectivement une réflexion à avoir en interne sur comment on réévalue les objectifs pour que ce soit cohérent, en fait. Voilà, mais c'est pas une réponse uniforme. Hein. Du coup, ça, tu l'auras compris parce que c'est très, très variable selon les entreprises. Et on arrive au bout de ce webinaire et il est pile 10 heures. Et on a une dernière question, Pauline et Solène, de Morgane sur la réduction du temps de travail. Doit-elle se faire par rapport à la base 35 heures ou est-il possible de la faire en fonction du temps habituellement travaillé, par exemple 38 heures, et donc inclure les heures supplémentaires dans la prise en compte de l'indemnisation de la PLD? Oui, alors en fait, le document de questions-réponses du gouvernement précise que lorsque les salariés ne sont pas en 35 heures, ce qui concerne quand même une large majorité des salariés au sein des entreprises, il est possible en fait d'apprécier la réduction d'horaire de 40% en fonction de la durée de travail qui est prévue au contrat. Donc typiquement, si vous avez un salarié qui est en forfait heure et qui inclut en fait des heures supplémentaires, vous pouvez apprécier les 40% en fonction de la durée qui est prévue à son contrat de travail et donc de son forfait heure. Pareil pour les salariés en forfait jour, les 40%, vous les appréciez en fonction de la durée annuelle de travail. Donc, typiquement, 218 jours, ça fera 40% de 218. Alors après, pour plus de sécurité, il est conseillé en tout cas de prévoir dans le cadre de l'accord. Bon, le document unilatéral, ça dépend de ce qui est prévu, encore une fois, dans l'accord de branche, mais au moins vous encadrez strictement comment ça se passe pour apprécier les différentes réduction d'horaire en fonction des situations des salariés. Merci beaucoup Solène, merci beaucoup Pauline. Merci. On a en tout cas, et merci à tous les participants qui sont restés vraiment de manière très très sage et très très attentive et qui ont exprimé quelques réponses à nos sondages. D'abord, pour quelles raisons ils mettraient en place quel objectif un accord d'APLD, hein, c'est essentiellement pour maintenir l'emploi des salariés et préserver les talents. D'une manière générale, on a posé une question également sur les relations sociales qui sont plutôt au beau temps avec des éclaircies régulières, quelques petits nuages, mais visiblement, il n'y a pas de tempête. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour nos interlocuteurs. Et puis, on a un sondage également sur le prochain webinaire qu'on va vous proposer le 6 juillet, juste avant de partir en congé, on l'espère pour tous. Et le sujet qui a été choisi, c'est l'actualité sociale du second trimestre et puis peut-être des projections hein, sur le second semestre de l'année 2021. Et en tout cas, on va s'arrêter déjà sur les actualités. Donc, prochain webinaire donc, a été choisi par nos participants et on va l'accepter. Hein, je crois que ça, on va faire comme ça, qui va être le 6 juillet sur l'actualité sociale du second trimestre. Anne-Christelle qui organise tous nos webinaires a partagé tout de suite le document. Hein, et dans le document, vous retrouverez tous les éléments dans l'ordre et avec les exemples. Vous retrouverez les coordonnées de Pauline, de Solène, les miennes également. Et n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour telle ou telle question. Et puis, vous pourrez accéder également au replay. Et n'hésitez pas à partager le replay avec vos amis et collègues. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle journée. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.